Douce France part aujourd'hui sur les chemins de la région Rhône-Alpes, ce vaste kaléidoscope de paysages et de reliefs, tout en contraste. Au cœur des étangs de la Dombe, razzia sur la carpe pour la grande pêche d'automne avec Éric le pisciculteur. Grand frisson ensuite sur le plateau des Glières, où Philippe le musher nous emportera sur son traîneau des neiges. La température remonte du côté d'Annecy, dans la plus ancienne fonderie de cloches de France. Au pied de la Grande Chartreuse, le moulin de la Tourne revit les belles heures du papier grâce à Jacques, l'imprimeur. 900 génisses à réunir, c'est le pari de Sylvain, le berger de l'alpage du Sénépi. Pluie de noix annoncée sur le Grenoblois, où Franck, le nuciculteur, sera tout à sa récolte. En Ardèche, Pierre-Louis, le magicien de la ferraille, crée des œuvres d'art poétiques et cocasses. Enfin, nous aurons les yeux de Jérôme à l'heure vibrante des vendanges tardives. Au sud-est du département de l'Ain, la Dombe est l'une des plus vastes zones d'étangs exploitées en France et en Europe. La Dombe a conservé des paysages et des traditions encore très typés. Au fil des siècles, les travaux des hommes sur ces sols argileux en ont façonné les traits si caractéristiques. Première région productrice de poissons d'étang, elle reste aussi une terre très agricole. De nombreux étangs servent périodiquement à la culture des céréales au fil des périodes d'eau et d'assec. À l'automne, c'est précisément l'heure de vider les étangs et de pratiquer les grandes pêches annuelles. De bon matin, sur l'étang Joyeux, Éric et son équipe ont déployé leur traîne, un filet long de 40 mètres. On a gardé notre méthode de pêche ancestrale et ça, on pêche comme ça depuis déjà quelques siècles. Depuis que les filets existent, c'est-à-dire depuis le XVIe, XVIIe siècle qu'on fait des filets, on pêche de cette méthode-là. Pour une pêche, il faut qu'il y ait à peu près, pour un étang normal, une dizaine de personnes, et voire pour un grand étang, ça peut aller jusqu'à 25 personnes pour effectuer cette pêche, d'autant qu'elle se fait d'une manière traditionnelle, tout est fait à la force humaine. À l'aide des arveaux, de grandes épuisettes, le poisson est déversé dans la gruyère, un grand bac au fond perforé. On y sépare les carpes des gardons, tanches et autres brochets. Chaque tri est ensuite pesé avant d'être acheminé vivant par camion sur les lieux de vente ou vers les étangs à rempoissonner. Carpe 29. Mais l'homme n'est pas seul à apprécier les poissons de la Dombe. Là, on a un problème vraiment avec les cormorans. Ce sont des oiseaux qui sont apparus dans notre région il y a une vingtaine d'années environ. Ce sont des oiseaux migrateurs qui vivent plutôt dans le nord de l'Europe en période estivale. Et lors de leur passage et de leur migration, ils font une pause locale et peuvent manger jusqu'à la totalité de la pêche de l'étang en ne laissant que les poissons qui font plus de 600 grammes qu'ils ne peuvent pas avaler. On vit avec, sachant qu'ils nous boulottent à peu près 40% de la production de la Dombe. Mais la pêche, Éric l'a dans le sang. Je suis tombé vraiment petit dans l'étang parce que ça, c'est une affaire de famille. Ça a commencé avec mon arrière-grand-père qui, lui, avait commencé par exploiter un étang, puis deux, puis trois, et ça lui plaisait pas mal. Mon grand-père a continué en commençant un petit peu le négoce et en vendant des poissons sur Lyon. Mon père a amélioré la chose, lui, en allant travailler un petit peu plus loin. Moi, je me suis axé pas mal sur l'export, sur l'étranger, l'Allemagne. Et dans l'ensemble, ça marche pas mal.
Au sud de la Dombes, l'antique cité de Pérouges est une petite merveille de village préservé. Aucune construction postérieure ne vient déparer ces magnifiques édifices des 15e et 16e siècles. Dans le Bugey voisin, le château des Alimes reste l'unique exemple de forteresse médiévale de la région. Plus au nord, à sa sortie de Suisse, le cours du Rhône vient s'encaisser dans l'étroit défilé de l'Écluse, autrefois lieu stratégique de passage. Direction à présent le massif des Bornes, où le plateau des Glières est devenu un vaste domaine nordique dédié au plaisir de la glisse. On nous appelle meucheurs. Meucheurs, ça vient de marche. On disait au chien marche, marche, c'est devenu meuche. Et ensuite, l'activité est devenue meucheur. Philippe, l'éleveur de chiens de traîneau, a fait des Glières son Alaska à lui. Quand j'étais plus jeune, j'ai lu des romans d'aventure, Jack London, Paul-Émile Victor, qui m'ont donné le goût de développer ce rêve en réalité. Chaque hiver, tant que la neige est au rendez-vous, Philippe accueille des adultes ou des enfants. Avec lui, il découvre le plaisir du contact avec les chiens et le frisson de la conduite en traîneau. Philippe possède une cinquantaine de chiens, husky et groenlandais. Des races aux caractéristiques bien particulières, venues du Grand Nord, qui ne se sentent pas le moins du monde dépaysés en Haute-Savoie. Les gens pensent qu'il faut partir au fin fond du Canada ou de la Finlande pour pratiquer ces activités, alors que dans nos régions, on arrive à développer les mêmes rêves avec des paysages qui sont superbes. J. Allez, file mon gamin. On fait souvent l'amalgame entre le chien de tête et le chef de meute. Souvent les gens, où est le chef de meute? Il est devant? Non, non. En réalité, le chef de meute, c'est un chien qu'on ne choisit pas. C'est quelque chose qui se règle entre eux dans la meute. C'est souvent le plus costaud qui met des roustes à tout le monde. Anouk, Douchka, arrêtez, mais ça va pas la tête ou quoi? Oh, ça va m'énerver. Le chien de tête, lui, on le choisit. On le choisit pour ses qualités. Donc les qualités qu'il va avoir et qu'il lui faut. Un chien posé, calme, et qui a un mental très fort, qui est reconnu souvent par le reste de la meute, de manière à travailler seul devant quand il faut brasser dans 60 de poudre. Allez, Titi, on y va. Ensemble, c'est bien. Allez, galop, va. Et ensemble devant. Quand on arrive le soir au bivouac, même si on est claqué, il faut les faire manger, il faut s'occuper d'eux, les faire boire, et après on s'occupe de nous. Les gens viennent vivre un rêve. Ils viennent vivre un rêve et de toute façon, tous les retours qu'on peut avoir après ces expériences, c'est quelque chose pour eux d'inoubliable. À la frontière avec la Suisse et l'Italie, le massif du Mont Blanc est le domaine de la haute montagne. Exaltante, oppressante parfois, toujours majestueuse, à l'image de l'aiguille du Midi.
Le Mont Blanc, avec sa calotte de neiges éternelles culminant à 4810 mètres d'altitude, semblerait presque une aimable colline. Son ascension est pourtant longue et éprouvante. Symbole d'une nature intacte, le Mont Blanc attire irrésistiblement. Près de 30 000 personnes se lancent chaque année à l'assaut du toit de l'Europe occidentale, non sans dommage pour l'environnement. Plus à l'ouest, l'arête des Grandes Jorasses aligne ses 6 pointes au-dessus du glacier de l'Échaud. Le glacier de l'Échaud est l'un des 4 affluents de l'imposante mer de glace. Long de 7 km, le 3e plus gros glacier de la chaîne des Alpes vient se suspendre au-dessus de l'ample vallée de Chamonix. À l'est du Mont Blanc, la barrière grandiose de la chaîne des Aravis culmine à la pointe percée à 2752 mètres d'altitude. Sommet emblématique de cette longue muraille dentelée, la pointe doit son nom à l'ouverture qui perce son arête nord. Au bout du défilé de Dingy s'étire le lac d'Annecy. Sur la rive nord, la vieille ville d'Annecy est une petite Venise médiévale et Renaissance, heureusement réservée aux seuls piétons. À quelques kilomètres, à Sévrier, se joue une étonnante partition. Dans la famille Paccard, fondeur de cloches au bord du lac depuis 7 générations, ce sont les femmes qui en parlent le mieux. Ce qui est fascinant dans l'univers des fondeurs de cloches, c'est le fait qu'on est vraiment dans un métier ancestral. Anne fait régulièrement découvrir la fonderie que dirige Philippe, son époux. Paccard, c'est avant tout une histoire familiale. C'est une entreprise familiale qui existe depuis 1796. Donc elle a été créée dans un contexte historique particulier, qui est celui de la Révolution française, et notamment de la Terreur. Et c'est pas pour rien que la première cloche Paccard porte comme inscription « Si j'ai résisté à la terreur, c'est pour chanter le bonheur ». Quand on veut fabriquer une cloche, il y a plusieurs étapes à respecter, bien sûr. L'étape primordiale, c'est d'abord le choix des décors. Tant qu'on n'a pas les décors, tant qu'on n'a pas les inscriptions, on ne peut rien faire. Donc primordial, c'est le choix des inscriptions qui va dépendre évidemment de l'usage de la cloche. Est-ce que c'est une cloche d'église? Est-ce que c'est une cloche musicale? Je dirais que Paccard, c'est le Stradivarius des cloches. La fonte d'une cloche exige la fabrication d'un moule relativement complexe, composé de 3 parties distinctes. Le noyau, la chape et la fausse cloche sur laquelle seront posées les inscriptions en cire d'abeille. Au bout d'un certain temps de préparation, le moule est prêt à accueillir l'airain en fusion, un alliage de cuivre et d'étain.
La coulée, c'est une étape qui est spectaculaire. Aujourd'hui, on donne la possibilité à un grand nombre de personnes d'y assister grâce au musée. La coulée, c'est toujours quelque chose d'émouvant et nous qui y assistons toutes les semaines, on s'en lasse pas. En fait, on a choisi une forme pour obtenir la note que le client souhaite. Si elle ne donne pas la bonne note, on peut avoir passé 6 semaines à la fabriquer ou 8 semaines, peu importe le temps qu'on y aura passé. Si la note n'est pas bonne, la cloche au rebut. Accorder une cloche, c'est une technique qui est vraiment extrêmement pointue. Il n'y a que très peu de fonderies dans le monde entier qui maîtrisent cette technique. Et les fondeurs de cloches qui accordent les cloches portent le joli nom de facteur de carillon. Ce qui fait qu'une cloche va mourir, on utilise souvent une terminologie qui fait penser à un être humain, parce que la cloche a un parrain, une marraine, elle a une voix, elle a une jupe, elle a un cerveau. Eh bien, ça sera, autrefois, c'était principalement les guerres, soit les bombardements, mais également, en temps de guerre, on a tendance à casser les cloches pour utiliser le métal. Alors aujourd'hui, ce qui fait qu'une cloche se fêle, c'est principalement le mauvais entretien. Ces instruments de musique vont avoir une durée de vie très longue. La première cloche Paccard, elle est toujours dans son clocher à Quintal. Elle sonne toujours depuis 1796. Au bord du lac du Bourget, le plus grand lac naturel de France et le plus profond, l'abbaye royale de Hautecombe occupe depuis 1137 un site de toute beauté et d'une grande sérénité. L'abbaye est célèbre pour être la nécropole des princes de la maison de Savoie. Le dernier roi d'Italie, Humbert II, y repose depuis 1983. Notre prochaine étape nous emmène au pied du mont Granier, aux portes du massif de la Grande Chartreuse. Le mont Granier, falaise calcaire haute et sévère, est entré dans l'histoire régionale de façon brutale. Au milieu du XIIIe siècle, la tranche nord de la montagne s'est soudainement effondrée, ensevelissant plusieurs villages en contrebas. Il en est résulté 23 km² d'éboulis, appelés abîmes de Miance, sur lesquels les Savoyards ont planté, à partir du XIVe siècle, le vignoble d'Apremont. Là, dans son moulin, Jacques s'adonne à une toute autre passion. Je suis issu d'une très vieille famille de maîtres imprimeurs, donc je suis tombé dans le papier et l'imprimerie quand j'étais petit. Bien sûr, j'ai travaillé toute ma vie dans l'imprimerie, dans le papier, imprimeur-éditeur. L'âge venant, je me suis dit qu'il serait bien de créer un lieu de mémoire justement pour perpétuer cette tradition qui est ma passion. Le moulin de la Tourne, c'est une vieille histoire. C'est un très ancien moulin à grains qui date du fin du XVIe siècle, qui est resté en ruine pendant longtemps et qui, conformément à la tradition papetière, a été transformé en moulin à papier pour la bonne raison que le papier était vendu fort cher et beaucoup plus rentable que le moulin à grains, donc on faisait de la farine. Les matériaux qui sont utilisés à l'heure actuelle sont les mêmes qu'on utilisait au XIIe ou XIIIe siècle et même bien avant, c'est-à-dire des chiffons de récupération, du chanvre et du lin, qu'on en a encore, et puis bien entendu maintenant nous avons du coton. Et l'odeur du papier, l'odeur de l'encre d'une imprimerie, c'est une chose qu'on ne peut pas oublier. C'est la civilisation, c'est le développement de la connaissance. C'est ce qui a fait de nous ce qu'on est devenu aujourd'hui. C'est ce qui fait aussi les communications d'aujourd'hui, les systèmes de communication. Le papier et l'imprimerie, c'est l'ancêtre.
Ces moulins, bien entendu, font partie du passé. C'est une technologie, évidemment, dépassée complètement depuis le début du 19e siècle, remplacée par des usines à papier qui sont des monstres de technologie. Le jour où il n'y aura plus de livres, parce qu'on vous prédit régulièrement que les livres vont disparaître, on le voit encore à l'heure actuelle avec les nouveaux appareils qui sortent. Moi je dis, comme bien d'autres, le jour où il n'y aura plus de livres, ce sera le début de la fin de l'humanité, parce que c'est le seul espace de liberté qui reste aux hommes. Fabriquer du papier à l'ancienne est un processus lent et méticuleux. Le papetier ou la papetière puise dans une grande cuve la quantité nécessaire de pâte où celle-ci a été au préalable brassée à l'aide d'une palette. On égalise la pâte dans une forme en bois sur laquelle est tendue une trame serrée de fils de cuivre. La feuille naissante est extraite de la forme, égouttée, puis retournée sur un feutre. L'opération est répétée jusqu'à obtenir une porce, c'est-à-dire une pile contenant une centaine de feuilles. Cette pile sera ensuite placée dans la grande presse afin de retirer l'eau en excédent. Le papier que nous fabriquons est un papier noble. C'est un papier qui, fait à la main, va servir à des documents d'art d'abord, des estampes, des gravures, des lithographies, pour faire des lettres d'amour. Parce que j'estime qu'une lettre d'amour, il n'y a rien de plus beau qu'on puisse faire avec mes papiers. Je veux dire, j'en fais une tous les jours. Oui. Mais j'ai du mal à trouver des dessinatrices. La Chartreuse est le plus petit des massifs préalpins. Recouvert d'immenses forêts de conifères, il est aussi celui dont le relief est le plus tourmenté. C'est un monde isolé, peu peuplé, aux paysages verts, sauvages et frais. Dans ce désert de silence, hostile et grandiose, Saint Bruno trouva une retraite idéale. Il y fonda en 1084 un monastère, siège de l'ordre érémitique des Chartreux. Dans les bâtiments actuels du XVIIe siècle, les moines continuent d'observer une clôture perpétuelle et un mutisme quasi complet. Au sud de la Matésine, dont la Mure est la petite capitale, le Sénépi est le plus vaste alpage de France. Aujourd'hui, c'est un peu la fête parce que c'est le rassemblement de tout le troupeau. Tous les éleveurs viennent, on se regroupe le matin autour de 8 h là, et puis on monte sur l'alpage et on essaye de rassembler toutes ces bêtes là, qui sont disséminées sur les 1200 hectares. À bord de son tracteur, Sylvain, le berger du Sénépi, transporte ses coéquipiers d'un jour jusqu'à l'alpage où il va les déposer en des points stratégiques.
l'alpage accueille un peu moins de 900 génisses de races très variées. Elles viennent des 4 coins de Rhône-Alpes, mais aussi de Provence. Les bêtes montent toujours aux environs du début juin et redescendent, on va dire, première quinzaine d'octobre. Elles passent à peu près 120 jours ici. Donc pendant toute cette période, c'est moi qui m'en occupe. Alors à la fois pour les soigner, pour les diriger sur l'alpage, pour leur faire voir toute cette immensité qu'il leur est offert, pour les faire pâturer toutes les zones correctement. Je les soigne, je les insémine. C'est moi qui joue un petit peu le rôle du taureau, entre guillemets. Allez hop, c'est bon, allez hop, on ferme la porte, on ferme. Parce qu'il en faut quand même un peu ça. On accueille des touristes aussi, puisque c'est une des particularités de l'alpage du Sénépi. Pendant le mois de juillet à août, c'est souvent l'occasion de discussions assez riches et d'échanges, parce que souvent c'est des gens qui ne soupçonnent même pas qu'on existe, à quoi on sert et qu'est-ce qu'on fait. On commence, hein. La règle du jeu est simple. Équipé d'une radio et de bâtons, chaque groupe de rabatteurs a la responsabilité d'un versant de l'alpage. Objectif, faire converger les bêtes vers un seul et même point, le hameau des Signaros. Les animaux montent ici, la première raison pour les éleveurs, c'est pour prendre du poids, pour grossir, pour engraisser, pour faire de la carcasse. Et puis d'autres raisons que souvent les gens ne soupçonnent pas, c'est qu'elles sont ici pour entretenir le paysage, pour brouter toute cette herbe, ces 1200 hectares, pour le plus grand plaisir de tous les touristes qui viennent pendant la période estivale. Au bout de quelques heures de course-poursuite, toutes les bêtes ont sagement rejoint le hameau des Signaros. Donc les éleveurs arrivent ici, trient leurs bêtes, on leur fait une prise de sang pour voir si elles n'ont pas attrapé de maladie pendant la saison. Et puis on les pèse, parce que ça c'est aussi une des particularités de l'alpage. On les pèse à la montée, on les pèse à la descente, comme ça on sait combien est-ce qu'elles ont pris pendant toute la saison. Tous les gens qui sont venus aujourd'hui pour nous aider à faire descendre les animaux sont pour la plupart des éleveurs, mais aussi des amis des éleveurs, des gens qui sont ici pour le plaisir, on va dire, de participer à une descente d'alpage, mais qui donnent toute leur bonne volonté, tout le meilleur d'eux-mêmes pour à ce que toutes les bêtes soient ici autour de midi dans les quais, prêtes à embarquer dans les camions. Posté en sentinelle devant la muraille du Vercors, le mont Aiguille a suscité bien des légendes. Ses parois abruptes impressionnaient, son curieux sommet alimentait tous les fantasmes. Atteint dès 1492, il ne révéla pourtant rien de particulier, mais l'exploit a pour certains signé l'acte de naissance de l'alpinisme. À la périphérie grenobloise, dominant un parc de 100 hectares où s'ébattent de fiers cervidés, le château de Vizille reste l'un des hauts lieux méconnus de l'histoire de France. Le 21 juillet 1788, l'Assemblée des trois ordres du Dauphiné, Église, noblesse et tiers-État, s'y réunit dans un climat d'opposition au pouvoir royal. Les députés délibérèrent en commun et dénoncèrent le despotisme ministériel. Ils réclamèrent aussi le doublement du nombre de députés du peuple aux États de la province et aux États généraux. Cette manifestation politique fut déterminante dans l'amorce des événements de 1789. Résidence présidentielle au XXe siècle, le château abrite aujourd'hui le musée de la Révolution française.
Entre les cours de l'Isère et de la Drôme, le massif du Vercors forme une citadelle naturelle de 1300 km². La vallée de la Bourne est l'une des rares voies de pénétration naturelle dans son relief imposant. En amont de Pont-en-Royans, la rivière semble bien petite au pied des impressionnantes falaises de Presles. Mais ce Vercors enchanteur recèle d'autres splendeurs. La grotte de Choranche a été découverte en 1871. Elle offre un fantastique aperçu du vaste réseau souterrain qui s'étend sous le massif. Un paradis pour spéléologues, un régal pour les yeux. La Bourne s'échappe du Vercors par l'étroit et vertigineux verrou de Pont-en-Royans. Le village offre une belle palette de couleurs, accrochant ses maisons aux rochers au-dessus de la rivière. De part et d'autre de la basse vallée de l'Isère s'étend l'aire d'appellation de la noix de Grenoble. Les vergers du village de Cras appartiennent au cœur historique de la noyeraie dauphinoise. En Dauphiné, le développement de la culture intensive de la noix remonte à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, on compte plus d'1 millier de producteurs. Franck est l'un d'eux. Métier à la noix. Ce métier s'appelle nuciculteur. Nous cultivons la noix. Cultiver la noix, c'est relativement simple dans les faits. En réalité, c'est tout un art. C'est une culture pérenne. Un arbre, il commence à produire au bout de 7, 8, 10 ans pour avoir une durée de vie allant jusqu'à plus de 100 ans. La récolte des noix commence en général à la mi-septembre. La chaleur de l'été a provoqué le durcissement des coquilles et l'arrêt de la croissance des cerneaux. L'humidité du début de l'automne empêche l'altération des noix et les rend plus goûteuses. Armé désormais de machines modernes, Franck perpétue l'héritage familial. La famille Michel est une famille d'origine agricole depuis au moins 5 générations. Le noyer est arrivé entre guillemets un peu par hasard, parce que ce n'était pas des zones de prédilection, c'était plutôt des zones où on cultivait de la vigne. Est arrivée une maladie sur la vigne qui s'appelle le phylloxéra, et les anciens, ils m'en voudront pas, se sont aperçus que les vignes dépérissaient alors que les noyers n'étaient pas touchés par cette maladie. Donc, petit à petit, ils ont planté des noyers et voilà, on est arrivé à une grande zone de production de noix. Toute la récolte se fait mécaniquement de nos jours. Si je peux me permettre de faire un petit retour en arrière, il y a
20, 30 ans de ça, la récolte était essentiellement manuelle. Petit à petit, le développement, la spécialisation des exploitations dans la culture de la noix et l'arrivée de la mécanisation au début des années 70 nous a permis d'avoir des exploitations qui se spécialisent en noix. Et aujourd'hui, la mécanisation nous permet rapidement de récolter des fruits de très belle qualité. Une fois déchargées, les noix suivent un itinéraire bien précis à travers le grand séchoir. Lavage, séchage, calibrage. Le gros de l'infrastructure, on la doit à notre grand-père, on la doit à notre père, parce qu'une grande partie du matériel, c'est toute la fabrication maison. J'ai 2 garçons, mon frère a un garçon et une fille. C'est vrai que pour l'instant, leurs orientations sont plus ailleurs. Et c'est vrai que quelque part, si demain, un de mes enfants ou de mes neveux ou nièces dit bah, « écoute, tonton ou papa, bah, on souhaiterait garder l'exploitation pour faire perdurer la tradition », c'est vrai que ce serait une bonne nouvelle. La noix de Grenoble reste l'un des rares fruits en France à bénéficier d'une appellation d'origine protégée. À la lisière du département de la Drôme, Saint-Antoine étonne aujourd'hui par l'importance et la superbe de son abbaye. Fondée au XIe siècle, elle fut le siège de l'ordre des Antonins, disparu en 1803. Direction à présent les bords du Rhône et la ville de Thun, au cœur du vignoble de l'Ermitage. Le vignoble de la vallée du Rhône est l'un des plus gros producteurs de vins d'appellation en France. Face à celui du Saint-Joseph, en rive ardéchoise, le terroir du Gros Ermitage et de l'Ermitage est l'un des plus exceptionnels, par ses paysages et par la qualité des vins qu'il produit, bien sûr. Tournon et Thun, les villes jumelles, sont de hauts lieux du goût dans la région. Mais à Thun, il n'y a pas que l'Ermitage qui donne à la ville ses lettres de noblesse. Depuis 1922, Thun exhale les parfums entêtants des cacaos raffinés, sélectionnés et ramenés du bout du monde avec le plus grand soin par l'un des grands noms du chocolat français. Une excellence qui a établi la réputation mondiale de Valrhona. Une réputation renforcée par la création d'une école de pâtisserie sous la houlette de Frédéric, grand maître du cacao. L'école du Grand Chocolat a été créée il y a 20 ans. Et l'école du Grand Chocolat, c'est un lieu où on a souhaité que les professionnels du monde entier, aujourd'hui c'est plus de 40 pays, viennent se ressourcer. C'est un centre de formation, mais plutôt de ressourcement, parce que les gens qui viennent nous voir sont des professionnels, souvent chefs d'entreprise, souvent très bons pâtissiers. C'est pour ça que selon les pays, on fait de la formation de base, mais on est plus souvent dans une démarche de ressourcement, de régénération professionnelle. Et puis, depuis quelques années, on a ouvert nos portes, notre savoir-faire pour des gourmets qui sont en fait des fanatiques de bonne bouffe, qui ont envie de s'étonner eux aussi les papilles. Le chocolat, c'est comme un vin sucré. C'est du fruit et du sucre.
C'est comme un vin, c'est fermenté, double fermentation. Et un bon chocolat, il doit être long en bouche. La longueur en bouche, c'est vraiment la plus grande qualité. Et quand on dit de long en bouche, ça veut dire qu'un bon chocolat ne doit jamais nous donner envie de boire. Quand on vient de boire un grand Hermitage, on n'a pas envie de se rincer la bouche avec de l'eau. On a envie de fermer les yeux et de se dire « je le garde le plus longtemps possible parce que c'est du pur bonheur ». Le chocolat, c'est pas un truc noir qui durcit et qui a un peu de goût. C'est beaucoup plus que ça. Perchées à 200 mètres au-dessus de la plaine de Valence, les belles ruines de la forteresse de Crussol datent du XIIe siècle. Sur 3 hectares, le site réunit une centaine de maisons anciennes derrière des remparts encore bien visibles. La suite de notre itinéraire nous emmène dans le département de l'Ardèche, à quelques kilomètres de Privas. Installé en contrebas du col de l'Escrinet, c'est un atelier bric-à-brac, où la ferraille s'invite dans tous les coins. Des matériaux de récup glanés à droite et à gauche, fer à cheval, cercle de tonneaux, soc de charrue. Le Vulcain des lieux, magicien de la soudure, y crée des sculptures diablement attachantes. Bienvenue chez Pierre-Louis. Je ne me considère pas entièrement comme un artiste. Moi, je suis un peu artisan, un peu artiste. Et aujourd'hui, où l'art est très conceptuel, je suis un petit peu décalé. Pas tout à fait dans l'air du temps, donc je ne suis pas fait pour les vernissages branchés. J'étais éleveur de chèvres. Comme j'avais des chèvres et que je voulais vendre mon fromage, j'ai commencé par vouloir faire un panneau qui indiquait la ferme, avec marqué fromage de chèvre. Puis finalement, j'ai décidé de faire une chèvre qui porterait le panneau. Et une fois la chèvre finie, je l'ai installée sur le rocher qui était en face de ma ferme. Mais j'ai pas mis le panneau dessus parce que j'étais assez content de moi. Je la trouvais belle et j'ai mis juste la chèvre en fer. L'activité agricole, c'est régulier. Les gens mangent tous les jours, donc j'étais sûr de vendre mon fromage. Ça fait partie, c'est une activité à peu près sûre. L'activité artistique, elle l'est beaucoup moins, mais il fallait prendre la décision un jour. Donc pour l'an 2000, j'ai arrêté les chèvres. Alors je vis de mon activité artistique, de façon beaucoup plus régulière que ce que je croyais au départ. Alors je vends principalement aux particuliers, pour des parcs, des jardins, beaucoup aux petites communes. Le côté rural de la commune. Et comme je suis un sculpteur assez rural, je corresponds bien à ce que veulent les villages. Les matériaux, la ferraille agricole, moi j'ai épuisé tout ce qu'il y avait autour de chez moi. Donc maintenant, je vais dans les vides-greniers, les brocantes pour les vieux outils. Ça fait partie de mon travail. C'est un peu du plaisir quand même, parce que c'est là que je découvre ce qui fera mes futures sculptures. Et un tas de ferraille, c'est aussi un peu d'inspiration. Je suis très figuratif. C'est vrai que je fais des animaux en règle générale qui sont du coin. Tout, que ce soit des animaux sauvages ou des animaux domestiques de la ferme. Et puis j'ai fait aussi beaucoup de personnages, beaucoup d'enfants, parce que les communes rurales aiment se repeupler et aiment avoir des enfants. Elles font tout ce qu'elles peuvent pour leurs écoles et avoir plein d'enfants, donc je fais plein d'enfants en ferraille. J'ai fait pas mal de femmes en ferraille, et il n'y en a pas du tout dans l'atelier, elles ont beaucoup de succès, elles sont toutes parties.
Au fil de l'Ardèche, ce sont de petites perles. Voguet et son château du XVIIe siècle, Balazuc, perché en nid de guêpe sur sa falaise, Roche-Colombe, dominant la petite vallée affluente du Vendoul. Le jour s'est levé sur les vignes de Pradon. Un grand jour, car l'heure des vendanges tardives va sonner. Pour Jérôme, qui récolte son 4e millésime, l'enjeu est de taille. On a des métiers où on est assez seul. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup seul dans les vignes, au milieu des montagnes, comme vous voyez, et on ne voit personne. Et le fait de commercialiser soi-même sa vendange, ça permet de rencontrer des gens, de sortir un peu de ces vignes et de passer du bon temps, quoi, tout simplement. Puisque la vie, c'est ça doit être un échange aussi. Si j'ai voulu maîtriser mon produit du début à la fin, et donc y mettre vraiment une part de moi-même dedans, c'est vrai que ça passe par des faibles rendements qui optimisent la qualité. On pourrait avoir des rendements supérieurs, mais ici on a fait le choix donc de ne mettre aucun intrant, c'est-à-dire ne pas mettre d'engrais, on évite tout ce qui est pesticides, etc., les désherbants. Et ça, c'est d'abord pour moi que je le fais, et surtout pour pouvoir regarder mon consommateur en face, qui a souvent ce genre de questions. Depuis 5 ans, Jérôme met toute son énergie au service de son petit domaine d'à peine 6 hectares. Des terres familiales qu'il a pour certaines débroussaillées et replantées en vignes. C'est vrai que pour ce métier, c'est beaucoup plus facile si on a déjà quelqu'un dans le milieu. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon père qui était déjà vigneron, donc j'ai bénéficié non seulement de son expérience, mais aussi de son matériel. Et c'est surtout grâce à ça qu'aujourd'hui, je peux faire mon vin à mon nom. Mon père, au début, a eu un petit peu peur de mon installation. C'est vrai que la conjoncture n'était pas spécialement favorable. Et puis, il n'était pas vraiment certain qu'on arrive à sortir des produits corrects de ces terroirs. Donc, ce qui s'est révélé ne pas être le cas. Suite à ça, je crois qu'il y a eu beaucoup de sentiments de joie quand il a vu que ça a commencé à bien marcher. Et là, à l'heure actuelle, il s'implique à 100% dans mon projet. Et je pense qu'il s'enrichit aussi de ce travail. Il n'a pas eu la chance, justement, de suivre son produit du début à la fin. Et il l'a regretté toute sa vie. Donc je crois qu'aujourd'hui, il se satisfait de tout ça, quoi. Même si ça a été dur au début, très dur. C'est parfait. Je vais le garder, on va les... Reste à voir le degré. Ouais. Bien, vite. Au plus profond des Cévennes ardéchoises, Thine, son église est un petit joyau de l'art roman perdu dans un paysage grandiose. Autre chef-d'œuvre local, les gorges de l'Ardèche restent l'attraction principale du département, voire de la région Rhône-Alpes tout entière. Retour dans la Drôme, provençale cette fois, du côté de Grignan et du château de Madame de Sévigné, grande femme de lettres. Sur les reliefs sauvages et parfumés des baronnies,
s'achève notre voyage.